Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, plongez dans le parcours inspirant de Bertrand Guémard, neurologue hyper spécialiste en mouvement oculaire le jour et peintre la nuit. Bertrand est un chercheur pionnier dans son domaine, qui a notamment exercé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ou encore au Johns Hopkins Hospital de New York, dans un des services de neurologie les plus prestigieux au monde. Pourtant, rien de tout cela n'a été une évidence pour lui. Cet échange est un témoignage hors du commun sur la naissance d'une vocation professionnelle, mais aussi une réflexion profonde sur la question des passions dans une vie. Dans cette première partie, il revient notamment sur ses aspirations de jeunesse, avant de plonger dans de longues études de médecine, sur les moments pivots qui l'ont mené vers ce domaine de recherche, ou encore l'équilibre fragile entre vie professionnelle et personnelle, quand on est aussi passionné par son travail. C'est parti pour la grande épopée de Bertrand. « 1984, tu as 26 ans. C'est ton premier jour au CHU de Tours, à l'internat. Oui. Qui es-tu à ce moment précis ? Alors en fait, je suis quelqu'un d'abord d'heureux, parce que c'est peu de temps après mon mariage, donc ça a été pour moi évidemment un événement fondamental, surtout si l'on sait comment tout ça s'est déroulé. Et puis heureux parce que je suis interne et que finalement, après pas mal d'hésitations, c'est devenu pour moi un but. Mais un tout petit peu quand même frustré parce que finalement, je n'ai pas eu l'internat de Paris. On en reparlera, mais je l'ai frôlé, mais je ne l'ai pas eu. Mais voilà, je suis en tout cas très heureux de mettre en pratique ce que j'ai appris pendant mes conférences d'internat, parce qu'à l'époque, il y avait des conférences. Et donc, j'ai une espèce de jouissance du savoir. C'est-à-dire que donc à ce stade-là, on arrive à un moment où on crée des ponts entre les différentes thématiques médicales. Et donc, on a une vision assez globale, en fait, de la médecine. Et on se sent assez fort, finalement, même si on a encore beaucoup à apprendre. Voilà, donc je suis heureux dans ma vie personnelle et je suis aussi assez alléché par ce qui m'attend, même si je ne sais pas encore exactement vers quoi je vais me diriger. Super. Donc ça, c'était toi à 26 ans. Oui. Comment tu te présentes aujourd'hui ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses, des choses totalement non prévues dans ma carrière, mais globalement, je dirais qu'aujourd'hui, quand je regarde un peu dans un rétroviseur, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai été verni en fait dans ma carrière, que j'ai fait vraiment ce que j'ai aimé faire. Et quand je dis ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce qui m'a passionné. Et je dirais qu'un élément constant dans ma vie, c'est que ce que j'ai aimé un jour, je l'ai aimé toujours. Et donc ce que j'ai choisi de faire à un certain moment, quand j'ai eu l'occasion de le faire, je ne l'ai jamais regretté. Et ça a même été plus loin que ce que j'avais imaginé. Donc, quand je regarde en arrière, voilà, j'ai vraiment la notion d'avoir une vie bien remplie et d'avoir eu cette chance de la remplir comme je l'ai fait. Génial, c'est super inspirant. J'ai hâte qu'on aborde tout ça pendant cet échange qui sera passionnant. Bienvenue Bertrand sur Les Grandes Épopées. Merci Jafar. Et merci à toi de m'accueillir chez toi, à Saint-Nom-la-Bretèche, pour cet échange. Pour rappel, dans ce podcast, nous allons explorer des moments clés de période révolue de ta carrière. Oui. Et ce que je cherche à comprendre, c'est comment tu les as vécus à l'époque, mais aussi grâce à ton recul aujourd'hui, ce que tu en retiens pour toi et pour nos auditeurs. Oui. Je tenais encore une fois à te remercier de témoigner à ce micro. Et c'est parti pour la grande épopée de Bertrand. J'aimerais t'entendre sur ce que tu voulais faire en fait avant de démarrer médecine. Raconte-moi un peu. Je dirais que j'ai commencé à penser à mon avenir professionnel assez tard. En fait, pendant assez longtemps, ça ne m'avait même pas effleuré. Et je dirais que c'est finalement... Il y a des enfants qui, dès l'âge de 5 ou 6 ans, veulent être pompiers, etc. Enfin, moi, ça ne m'avait pas du tout effleuré, encore une fois. Et donc, j'ai commencé à penser à l'avenir aux alentours de 14-15 ans, à peu près. D'accord.
Alors, j'étais donc un enfant assez timide, assez discret, assez réservé. Et donc j'étais assez attiré par les activités solitaires et en particulier dans tout ce qui avait attrait à la nature. Donc j'ai toujours été très passionné par les animaux, les plantes. J'ai eu beaucoup d'animaux chez moi, des animaux d'ailleurs assez incongrus, des reptiles. J'ai été passionné et amoureux des serpents par exemple. Donc c'est un peu particulier et ça ne contribuait pas à me rendre plus sociable, hein, parce que quand on savait ça, je passais pour un fou. Rassure-moi, ils sont pas en liberté là, non? Là, non, ils sont en liberté. Tu vas pas se faire happer par un python. Ça va, je suis rassuré. Et leur pied. Et en fait, donc, c'est vrai que je passais un peu pour un peu un doudingue, hein, de ce point de vue-là. Quand j'ai commencé à penser à mon avenir professionnel, il y a eu cette influence-là de mon amour pour la nature qui a énormément joué, ce qui fait que j'avais plutôt en tête des idées de travailler évidemment avec la nature. Et alors je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'avais entendu parler de l'école des eaux et forêts. Alors ça, déjà les eaux et les forêts, moi ça me parlait, hein, c'était quelque chose qui me paraissait extrêmement attractif. Et puis comme j'ai eu beaucoup d'animaux aussi, quand j'étais petit on habitait en Afrique, on avait un singe, etc. Bref, donc il y a eu aussi la profession de vétérinaire, hein, qui m'a attiré. Quoique, je préférais voir des animaux en bonne santé que malades. Donc, bon, mais enfin, quand même, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et puis, en dernier, je dirais, et ça, c'est peut-être pour faire un peu plaisir à ma mère, parce qu'elle m'a un petit peu poussé dans ce sens, la médecine. Mais à l'époque, c'était vraiment, je dirais, la dernière hypothèse, en fait, hein. C'était pas ça qui m'a motivé le plus quand j'étais jeune à travailler davantage, quoi, dans le but d'études supérieures. Et quand tu parles de cette relation du coup à la nature, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu garder ou vivre à travers la médecine ensuite? Alors, je dirais que le lien très fort qu'il y a entre ces trois options, c'est le monde vivant. Et j'aime bien cette expression-là du monde vivant parce que c'est une expression qui unifie un petit peu tout ce qui vit sur Terre. Et en fait, c'est le point commun de tout ce qui m'a passionné. Donc, c'est le vivant, donc le bio, hein, donc aussi bien le végétal que l'animal que l'humain. Et il est bien évident que dans la médecine, évidemment, l'amour du vivant, bien sûr, est tout à fait central, hein, et donc fondamental. Donc c'est ça, en fait, qui, je crois, était le point commun, en fait, hein, de ces trois aspirations. Très clair. L'amour de la vie et de ce qui est vivant et le désir de le protéger. Mais donc ça veut dire que quand tu démarres tes études de médecine, tu y vas avec un état d'esprit de je veux faire plaisir à ma maman, ça c'est pas inintéressant, il y a ce lien avec le vivant, Oui. et on va voir ce qui va se produire, quoi. En fait, je vais y aller C'est ça, pas par pas, quoi. c'est ça. Alors en fait, donc effectivement, c'est vrai que, bon, c'est pas ma mère qui m'a forcé, mais c'est vrai que je savais que ça lui ferait plaisir, voilà, d'avoir un fils médecin pour, en fait, ne pas perdre complètement mes autres options. J'avais du coup formulé le désir d'être médecin à la campagne. Et alors c'est un petit peu naïf, mais enfin on sait que le médecin de campagne, souvent, il soigne aussi les animaux, hein. On lui apporte voilà, la vache ou le mouton, et puis en plus il vit dans un cadre agréable de nature, il vit près de la forêt, etc. Donc pour moi c'était un petit peu une façon de ne pas renier ses autres aspirations, d'être médecin de campagne. Très clair. Et on verra que c'est pas du tout ce que je suis devenu. Tout à fait. Mais c'est d'autant plus intéressant de prendre le temps de comprendre d'où tu viens parce que justement, il y a tout un sujet autour de la vocation dans ta carrière. Là où on voit bien que c'était pas forcément quelque chose de si évident au départ. Et donc là, en fait, tu démarres tes études de médecine. Je veux bien que tu nous expliques un peu comment se produisent un peu les moments clés finalement de ces périodes d'études, sachant que dans le cas de la médecine, c'est en plus un peu particulier parce que les études sont très longues, Oui. et avec beaucoup de spécificités, peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas, et d'ailleurs moi aussi j'en découvre encore alors que j'ai beaucoup d'amis médecins. Est-ce que tu peux nous expliquer ça de manière en tout cas la plus pédagogique possible pour pas nous perdre? Alors c'est un petit peu difficile. Enfin, je dirais que d'abord quand je me suis inscrit en médecine, même si ma mère m'avait un peu encouragé, j'avais quand même pas mal de gens autour de moi qui me disaient « Mais tu sais, c'est très difficile ». Moi, j'ai pas été un
un élève extraordinaire au lycée, hein, parce que surtout à partir de la seconde, peut-être on en reparlera plus tard, mais c'est un âge où j'ai découvert l'art et la peinture, donc qui ont pris de plus en plus de place dans ma vie, et même parfois un peu trop, puisque j'ai redoublé ma première, parce que il m'est arrivé de pas mal sécher des cours pour peindre chez moi. Encore une fois, donc une activité solitaire, hein, je précise, c'est aussi un peu le cas du médecin généraliste, hein, qui travaille tout seul. Et donc, quand j'ai commencé médecine, j'avais quand même ces paroles en tête là, qui me disaient, attention, c'est pas cuit d'avance, il va falloir travailler, mais aussi avoir de la chance, parce que je me sentais pas vraiment capable, en fait, d'y arriver. Mais je me suis quand même inscrit. Et puis, c'était à Paris, donc j'étais à la fac de médecine qui se trouve rue des Saints-Pères, donc dans le quartier latin. Et j'ai découvert ce quartier qui m'a énormément plu. J'ai découvert les galeries de peinture, les librairies, la Une, etc. Donc, la première année, j'avoue que j'ai mis un peu de temps à démarrer. Et je passais pas mal de temps, en fait, dans les librairies à lire des poèmes de Francis Jammes ou de Paul Éluard et aller dans les galeries. Et donc, en fait, je me suis mis au boulot un peu tard. Et ça, en première année, c'est mortel, hein. Si on rate le début, après ça, c'est terminé. Et donc, j'ai redoublé cette première année. Alors ça a été un petit peu un coup de semonce quand même. Et donc, la deuxième fois, j'ai un peu quand même recentré la barre et je me suis un petit peu plus concentré sur mes études. Donc là, ça a marché, à ma grande surprise, hein. J'ai été le premier étonné de voir que j'étais reçu, parce que quand on était reçu à l'époque au concours de première année, on était quasiment sûr d'être médecin un jour, hein. Donc là, j'avais vraiment la certitude que je serais médecin. Donc ça a été quand même un énorme soulagement et aussi une grosse surprise, hein. D'ailleurs, je fais encore des rêves aujourd'hui où je passe des examens et où je suis sûr de rater, et puis finalement, ça passe. Alors c'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça, tant mieux, hein, je ne vais pas m'en plaindre. Comment on appelle ça? C'est pas des rêves du coup prémonitoires, parce que c'est sur le passé, mais c'est... J'ai été assez marqué en fait par d'abord le fait que j'ai été reçu au bac. Enfin, ça peut paraître curieux, mais moi ça me paraissait pas du tout évident. D'ailleurs, une petite parenthèse sur le bac, les 2 meilleures notes que j'ai eu au bac, ça a été d'abord en biologie, enfin en sciences naturelles, ça s'appelait à l'époque, et j'avais un sujet qui mettait en jeu le système nerveux du lombric. C'est étonnant. Et donc, c'était des manips qui étaient décrites. Il fallait en déduire des conclusions. Et donc, comme ça, cheminer pas à pas dans la compréhension de ce système nerveux. Donc, ce qui est assez étonnant quand on connaît la suite. Et l'autre bonne note que j'ai eue, c'était en dessin. J'avais pris donc option dessin, bien sûr. Et on avait plusieurs choses au choix, notamment de dessiner des panneaux pour un village olympique. C'était une année où il y avait des JO, je crois. Et un autre sujet où on avait en fait une petite lumière qui avait été déplacée alors qu'il y avait une photo prise en pause. Donc le déplacement de la lumière créait donc un cheminement lumineux. Et donc il fallait dessiner quelque chose qui était inspiré de cette image. Et en fait, moi je me suis rendu compte qu'en la prenant à l'envers, donc la tête en bas, ça représentait en fait une vierge à l'enfant. Et donc j'ai dessiné ça et là j'ai eu 18. Et en biologie, j'ai eu 16. Alors qu'en physique et en maths, c'était pas aussi brillant. Enfin bref. Je reviens à la médecine après le P1, donc voilà, je suis le premier étonné, mais bon, voilà. Et donc, je me dis encore que la médecine de campagne, hein, finalement, devient possible, ça devient une aspiration réaliste. Et puis, il se passe un petit événement, je dirais, un petit événement, un gros événement en parallèle, c'est que celle que je vais épouser quelques années plus tard, mais que je ne connais pas encore, même si j'en connais l'existence, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, s'inscrit aussi dans la même fac que moi. Et du coup, par ce biais, donc j'arrive enfin donc, à la rencontrer, à faire sa connaissance. Et puis, je lui fais part de mes souhaits, etc., de ma vision de carrière. Et je me rends compte que pour elle, c'est pas ça du tout. Elle est dans un groupe d'étudiants qui veulent tous aller le plus haut possible, passer l'internat, etc. Et donc, je me dis que finalement, peut-être il va falloir que moi aussi, je change d'option, que je vise un peu plus haut, et pour surtout ne pas la décevoir d'abord. Et donc, effectivement, mais un peu plus tard que les autres, je décide de me lancer dans la préparation de l'internat. Et alors, là, il y a encore aussi un événement intercurrent qui a été favorable, c'est qu'il a été décidé de faire des réformes de l'internat. Et donc, l'année où je suis arrivé, au début du moment où on commence à préparer l'internat, c'est-à-dire que les étudiants s'inscrivaient dans des conférences d'internat le soir, qui préparaient donc pour l'internat. Donc moi, je décide plus tard que les autres de m'y inscrire aussi, parce que j'ai pris un certain temps quand même à me convaincre.
Mais par chance, du fait de cette réforme, les dates des concours sont reportées, sont plus tard que prévu. Et puis aussi, le programme aussi de l'internat est modifié, c'est-à-dire que toutes les questions de chirurgie sont regroupées dans quelques questions très vastes. Par exemple, il y a une question qui comporte à la fois les fractures de la main, du poignet et du bras. Donc ça, c'est dans une même question, alors que les questions de médecine sont séparées. Donc il y a beaucoup plus de probabilité qu'elles tombent que celles de chirurgie. Et comme je déteste la chirurgie, je zappe complètement la chirurgie, donc je fais l'impasse totale. Ah oui. Parce que sinon, ça aurait été trop lourd et j'aurais pas eu le temps, même avec ce retard de date. Donc je zappe totalement la chirurgie et les concours ont lieu donc 4, 6 ou 8 mois plus tard que prévu, donc ça me donne plus de temps pour travailler. Et les concours, en fait, sont dans l'ordre de ceux que j'ai choisis, Paris, Marseille et Tours. Ok. Paris étant le premier, et donc là, je ne suis pas du tout prêt. Malgré tout, je suis quand même admissible, mais je ne suis pas reçu. Je ne suis pas très loin, mais je ne suis pas reçu. Marseille, je suis admissible aussi. Et là, je suis vraiment tout près d'être reçu. Et à Tours, qui est le dernier, donc qui est 6 mois plus tard, là, par contre, je suis reçu. C'est incroyable. Donc, en fait, c'est la ligne d'arrivée, en fait, et la conséquence de tellement de petits faits, en fait, à la fois de ton fait et des faits extérieurs. Tout à fait. Et je trouve que la manière dont tu l'expliques avec justement cette temporalité, ça montre aussi la relation de la préparation et du hasard avec des couperets. Oui. Il y a eu 3 couperets, oui. Et finalement le 3e passe. Oui, c'est ça. Donc, comme quoi, parfois, il y a aussi une forme de capacité à résister aux 2 premiers coups qui sont pas passés. Mais il faut dire que, alors là, j'ai eu quand même, je dois l'avouer, une motivation extra-professionnelle très forte. Hein. Une petite anecdote aussi, c'était en 73, c'était l'année où les gens donc, jouaient beaucoup avec le Rubik's Cube, hein, ce petit cube avec des faces de couleurs qu'il faut remettre dans l'ordre. Alors c'est assez difficile, hein. Et moi j'en avais un, et je me suis dit, il faut que j'y arrive, il faut que je l'impressionne, hein, celle qui, encore une fois, va partager ma vie plus tard. Et donc je me lance là-dedans de manière vraiment passionnée et très 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 motivée, et finalement j'y arrive. Et donc j'arrive à faire ce Rubik's Cube. Comme quoi, une motivation vraiment forte, ça peut vous faire sortir en fait des choses insoupçonnées de son intellect. C'est un sacré message, ça. Donc en 73, j'ai réussi le Rubik's Cube, j'ai l'internat et c'est l'année de mon mariage. Dans cet ordre. Je ne dis pas si c'est croissant ou mauvais croissant. Bon, en tout cas, c'est très inspirant de voir effectivement qu'on est capable de passer outre. C'est génial. Et donc là, tu arrives donc à Tours en internat. C'est ça. Donc là, tu as 26 ans. On reboucle avec notre échange. C'est ça, exactement. Tu n'es pas encore très au clair sur ce que tu veux faire plus tard. Voilà. Alors en fait, il y a quand même une chose qui s'est produite et qui est importante, ce sont ces conférences d'internat. Donc, encore une fois, j'ai fait l'impasse totalement sur la chirurgie. Donc, je n'ai pas pris de conférence d'internat de chirurgie. Je n'ai pris que celle de médecine. Et j'ai eu un homme qui s'appelait d'ailleurs Maurice Pulic, je me souviens, qui était exceptionnel de clarté, de pédagogie, et qui m'a fait vraiment aimer travailler cette médecine. Et en particulier, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé à Tours, en fait, j'avais 3 idées en tête, parce qu'en fait, il faut choisir, à l'époque, il fallait choisir une spécialité, hein, pour pouvoir faire un certain nombre de stages requis pour la valider. Il ne fallait pas attendre trop non plus longtemps pour faire ce choix. Et à l'époque, j'avais 3 spécialités qui me tentaient vraiment, c'était la néphrologie, l'hémato et la neurologie. Donc la néphrologie, parce que je trouvais que le rein était un système extrêmement astucieux et très élégant et compréhensible. L'hémato aussi, parce que voilà, toute la production des globules, etc., la régulation, je trouvais ça très intéressant. Et puis la neuro, c'était encore une fois, là c'était peut-être la troisième option, parce que évidemment j'étais fasciné comme tout le monde, par le cerveau, mais ça me paraissait horriblement compliqué, et je me suis dit jamais je n'arriverai à être neurologue. Ce sont des gens qui sont vraiment au-dessus du lot, et c'est pas pour moi. Mais malgré tout, quand même, ça m'attire beaucoup. Et à ce moment-là, quand tu as ces 3 options, tu dois du coup te positionner. Du coup, comment ça se passe en fait? Tu postules Alors, en fait, en fonction de
de son rang à l'internat, on a un rang pour le choix des stages. Alors en fait, j'avais quand même interrogé diverses personnes avant, notamment mon conférencier d'internat, et qui m'avait dit la néphro, c'est finalement beaucoup d'hémodialyse, donc c'est pas toujours aussi passionnant que ce qu'on pense. Enfin, en tout cas, c'était son avis. L'hémato, malheureusement, il y a beaucoup de pathologies graves, de leucémie, donc c'est très dur, notamment chez l'enfant. Donc il faut être vraiment accroché pour faire ça. Donc il y a la neuro. Alors voilà, donc c'était un petit peu comme ça que j'étais quand je suis arrivé à l'internat à Orléans. Et puis il y avait un service de neurologie à Orléans que finalement j'ai choisi. Et là je me suis rendu compte que le patron et les assistants étaient finalement des gens normaux qui me semblaient pas être exceptionnellement surdoués. Et je me suis dit finalement, la neuro, on peut la faire quand même, même sans être quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, c'est à portée de main. Et donc j'ai fait ce stage de neurologie. Ça m'a confirmé en fait dans mon choix que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est intéressant ce point-là aussi avec la notion de croyance limitante. Oui. Parce que là, tu en avais très nettement une sur la neurologie avec la complexité qui est associée et les gens qui sont capables de le faire, quoi. Mais en fait, j'en ai eu constamment, en fait, pour le bac, pour le concours de médecine, pour le concours d'internat et après pour la neurologie. Donc à chaque fois, cette impression que je ne vais pas y arriver, que je n'ai pas les capacités d'y arriver. Puis finalement, ça passe. Mais c'est ça, je pense que ça, on va le comprendre tout au long de ta carrière. Je pense à te développer, d'ailleurs, peut-être on verra si t'en as développé une théorie, mais en tout cas vis-à-vis de toi-même, une capacité à casser les croyances limitantes, mais quand même à se les prendre quand même dans la figure constamment. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est... Tout à fait. Et c'est resté encore une fois jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il m'arrive encore aujourd'hui de faire des rêves où j'échoue à des examens, etc. Alors que, en fait, on pourrait croire que c'est parce que j'ai été traumatisé par un échec, mais en fait, c'est pas le cas. Puis, au contraire, j'y suis arrivé. Mais c'est la peur de rater qui l'a emporté finalement dans mon intellect et dans mon inconscient. C'est assez étonnant. Ouais, c'est surprenant. Bon, après, la question de la... Voilà, on rentre dans des considérations philosophiques de finalement qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est ce qui gagne dans notre inconscient ou finalement ce qu'on vit dans notre vie consciente? Je dirais qu'il y a une question vraiment aussi de personnalité. Hein. C'est un peu comme par exemple, dans le jeu, dans le pari, par exemple. Il y a des gens qui pondèrent beaucoup plus le gain et qui donc minimisent la perte. Et donc ça, ce sont des gens qui ont tendance un peu à devenir addicts et à jouer de plus en plus. Et puis il y a des gens qui maximisent la perte et qui finalement, au contraire, minimisent le gain. Donc ceux-là, ils sont extrêmement méfiants et donc ils sont relativement à l'abri du coup. Mais enfin, voilà, ils ont cette vision de l'échec qui l'emporte. Mais dans ton cas, si je reprends l'exemple de la manière dont tu as préparé l'internat, le concours, tu as quand même pris un risque significatif. Bon, peut-être qu'il est de ton point de vue mesuré, mais de faire l'impasse sur une partie potentielle de l'examen. Ah, mais j'avais pas le choix, parce que oui, mais c'est un sacré risque. Si je voulais avoir une chance d'y arriver, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Hein. Si j'avais décidé de me lancer dans tout le programme en intégralité, je suis persuadé, mais là, vraiment, je le pense encore aujourd'hui, que je ne serais jamais arrivé. Donc c'était ça ou rien, quoi. Ok, très clair. Bon, ça, c'est aussi une preuve de lucidité. Et ensuite, donc, tu fais cette rencontre avec la neurologie. Oui. À quel moment tu arrives sur vraiment ce moment de la vocation? Est-ce que c'est là ou non, ça viendra encore un peu plus tard? Alors, c'est là, en fait, c'est là où ça prend naissance, je dirais, de manière globale. Hein. Je me dis, oui, vraiment, la neurologie, c'est extrêmement intéressant, mais j'ai encore une vision assez globale de la neurologie, et j'en sais pas beaucoup plus. Et en fait, donc ça, c'est pendant ce stage que je fais à Orléans, parce qu'Orléans dépend du CHU de Tours, surtout quand on est jeune, enfin, quand on est débutant, il n'y a pas de passe à Tours, donc voilà, il faut accepter d'aller ailleurs. Bon. Après, il y a eu un petit intervalle, parce que j'ai dû faire le service militaire, donc je suis parti en Afrique, comme BSN, bref. Et je suis ensuite revenu, donc là, cette fois-ci, à Tours, donc là, en neurologie. Et voilà, donc c'est là où vraiment les choses se sont précisées de manière très claire.
Je veux bien que tu me parles justement de tout ce mécanisme de précision, parce que on prend vraiment le temps sur cette partie-là, parce que pour moi, elle est centrale dans ta carrière. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très actionnable potentiellement dans d'autres domaines. C'est la naissance d'une vocation. En fait, c'est comment est-ce qu'on arrive de... La médecine était numéro 3, la neuro était numéro 3, et puis je vais terminer hyper spécialiste dans mon domaine en neurologie, dans un domaine où je suis précurseur parce que le domaine est encore à défricher. C'est-à-dire, il y a un monde, en tout cas dans mon imaginaire à moi, et je pense dans celui de beaucoup de gens. C'est quelque chose qui est assez mystérieux, hein. Je vais juste faire une petite anecdote aussi. Quand j'avais 10 ans, j'étais aux États-Unis dans un zoo où il y avait que des reptiles, et notamment des serpents. Et je n'avais encore jamais, ou quasiment jamais, entendu parler de serpents dans ma vie avant. Et il y a donc un vétérinaire qui faisait des prélèvements de venin pour faire des sérums antivenimeux, donc devant le public, qui à la fin de son numéro, entre guillemets, bref, fait venir quelqu'un qui apporte un grand serpent qui s'appelait un serpent indigo, qui devait mesurer 2 mètres de long. Et il demande si quelqu'un dans le public veut le prendre. Et alors moi, sans réfléchir, et je ne sais pas d'où ça vient, c'est totalement mystérieux, j'ai une force qui me fait me diriger vers lui, tendre les bras, et il me pose le serpent sur les bras, et là je suis dans un état de bonheur absolu, c'est le nirvana, quoi. Et voilà, et donc c'est parti, quoi. Et alors c'est un petit peu ce qui s'est passé après aussi en neurologie, donc je pense qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose dans la configuration cérébrale, je sais pas, qui est propice à ce genre de moment, processus, je veux dire. C'est que lorsque j'arrive à Tours, d'abord je rencontre évidemment le chef de service qui me dit: Monsieur Gaimard, qu'est-ce que vous voulez faire comme neurologie? Vous voulez faire de la neuropsychologie, de la neuropathologie, de la neuroanatomie, de la neurochirurgie, enfin bon. Bref, je n'y connaissais absolument rien et je lui dis de la neurologie, quoi. Point, c'est tout. Enfin, le reste, mais j'en ai aucune idée, moi. Et puis quelques jours après, dans les couloirs, je découvre l'autre personnalité importante du service, qui était lui aussi donc professeur agrégé, c'était le professeur Larmande. Alors, le chef de service était Monsieur Autret, hein, qui était un Parisien, donc un pur produit de l'école de la Salpêtrière, qui avait été donc nommé à Tours, après le décès accidentel d'un autre neurologue, le professeur Ribado-Dumas, qui était un homme brillantissime, et qui avait connu justement Pierre Larmande, qui était lui, au contraire, un Tourangeau de longue date, et qui ne s'entendait pas du tout avec le nouveau chef de service Alain Autret. Donc c'était vraiment un service bicéphale, hein. Il y avait vraiment l'équipe qui était du côté du patron, et il y avait l'équipe un peu plus réduite en nombre qui était du côté de ce professeur, je dirais, dissident. Et donc je le rencontre, bien sûr, et il se met à me parler dans les couloirs. Je me souviens, c'était très informel. Et il commence à me parler avec un visage extrêmement expressif. Il avait des yeux très vifs, hein, je me souviens très bien. Et il me parle de quelque chose qui est extraordinaire, qui est passionnant. Ce sont les mouvements oculaires. Alors moi, évidemment, je débarque, je ne comprends rien du tout de ce qu'il me raconte, mais je sens que c'est un sujet, en tout cas, qui le fait vibrer. Le terme est faible. Et puis, il me dit, si tu veux, j'ai des choses à faire pour toi, si tu veux te lancer là-dedans. Mais auparavant, je vais te donner des choses à lire d'abord. Et donc, il me donne un petit livre en français, qui d'ailleurs est probablement encore le seul livre en français qui existe sur ce sujet-là. Surtout à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à dire. On était encore vraiment à des stades tout à fait précurseurs, débutants. Mais il y avait quand même des manips qui étaient décrites avec des enregistrements de neurones, un peu comme ce que j'avais eu au bac avec le lombric, là. Et là, je suis quand même séduit par cette élégance, hein. C'est-à-dire qu'on fait des stimulations, on recueille des signaux, etc. On en déduit des fonctionnements. Enfin voilà, donc il y a un côté, je dirais, élégant, esthétique et compréhensible. Hein, c'est pas du tout nébuleux. Oui, en rapport avec ce que tu disais de la complexité, finalement, tu arrives à découper finalement le système et à le comprendre. Voilà, ça c'est absolument avec les étapes, etc., les activations. C'est pragmatique en fait, finalement. Tout à fait. C'est vraiment logique. Et ça me séduit vraiment. Et quelque temps après, il me propose donc de faire quelques petites manips sur ce sujet-là, des choses très simples et de manière un petit peu brutale. Un jour, il me dit, parce que lui, il était un peu particulier, il était très brillant d'un point de vue intellectuel, mais en même temps, il était
anglophobe, c'est-à-dire qu'il refusait d'écrire en anglais. Il voulait défendre la langue française. Alors ça, je l'ai appris plus tard, mais dans la recherche, c'est suicidaire. Il me propose en fait d'aller dans un congrès en Allemagne, présenter un travail que j'ai fait avec lui. D'accord. Alors là, je n'ose pas dire non, même si je suis extrêmement stressé. Ça me paraît quelque chose de vraiment quasiment surmontable. Mais pour ne pas le décevoir, en fait, je lui dis oui. Donc là encore, c'était un oui un petit peu forcé, mais je pense que c'est quand même passé. Et donc il m'a envoyé. Donc je suis parti tout seul en Allemagne, Ah oui, d'accord. Okay. à Göttingen, présenter un travail de recherche très simple, trop simple. Alors, en fait, Pierre Lallemand était un homme très brillant, mais qui, en plus de ne pas aimer l'anglais, il était très méfiant aussi vis-à-vis de tout ce qui était statistique. Hein. Donc c'était assez... ça manquait un peu de rigueur, en fait, ces travaux, malheureusement. C'était passionnant, mais pas toujours très solide. Et donc je présente ce travail en Allemagne qui était effectivement... qui pêchait par manque de rigueur, mais je ne m'en rendais pas compte, parce que j'étais évidemment incapable de le... Oui, de qualifier ce manque de rigueur à ce moment-là. Voilà, c'est ça, ouais. J'étais tout jeune. Mais quand même, je découvre ce milieu de la recherche, parce que c'était un congrès de chercheurs, hein, un congrès européen. Et là, je dirais que c'était un peu la mise du pied dans l'étrier. Hein, donc ça m'a vraiment donné envie de continuer et ça m'a propulsé en fait. Une question pour comprendre aussi à quel point c'est commun de vivre ce moment-là. Le fait de partir comme ça, seul, défendre le papier ou présenter le papier, c'est quelque chose qui se fait ou c'est vraiment déjà peu commun? C'est peu commun. Hein, okay. C'est peu commun. Pour une première raison, c'est que le plus souvent, les patrons, en tout cas ceux qui sont à l'origine des projets en général, s'attribuent le travail et vont le présenter ou le signent en premier. Et là, en fait, j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui n'était pas comme ça, qui voulait vraiment faire avancer ses collègues, hein, les propulser le plus haut possible, avec beaucoup d'abnégation et en leur faisant confiance aussi. Et donc là, encore une fois, le fait de partir seul, même si j'étais mort de stress, par le fait de devoir parler devant des gens que je ne connaissais pas, d'un sujet où j'étais vraiment novice et en anglais, c'était quand même pour moi une preuve de confiance qui m'a quand même énormément touché. Et puis, ça m'a permis d'être en première ligne, hein, et donc de me trouver entouré de gens connus. Et ça a été quelque chose de très fort et de très motivant, en fait. C'est génial. Encore une fois, un moyen de prendre une opportunité et du coup d'en faire un démarrage, quoi. Parce que là, il y va pas parce qu'il n'aime pas l'anglais, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et d'autre part, j'ai bien senti que si j'avais dit non, je l'aurais énormément déçu et ça aurait quand même, peut-être pas fait tout échouer, mais ça aurait quand même beaucoup alourdi nos relations et ça aurait été un coup de frein, en fait. Et à ce moment-là, donc, quand tu fais ce choix-là, c'est à ce moment-là que tu décides vraiment de te spécialiser dans cette neurologie-là? Voilà, alors en fait, c'est un petit peu abstrait parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui me passionne. C'est vraiment un état d'esprit qui me plaît beaucoup. Je me sens bien là-dedans, même si j'y connais encore pas grand-chose. Mais je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir l'utiliser plus tard, parce que c'était donc dans les années 80, je sais plus, 85, 86, là par là. Il y avait très peu encore de gens qui travaillaient sur ces sujets-là, hein, les mouvements oculaires. Et surtout, c'était pas du tout une activité clinique, c'était purement de la recherche. Donc là, j'étais encore loin de la recherche, hein, c'était du métier de chercheur. Donc ça m'intéressait beaucoup, mais je n'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir l'utiliser. Mais je dirais que c'est le fait que ça me passionne autant qui m'a, en fait, fait malgré tout aller de l'avant, même si je ne savais pas vers quoi j'allais, en fait. Tu commences à avoir le sentiment que ça va être quelque chose de structurant dans ta vie, mais tu n'as toujours pas le chemin clair. Absolument. Pour atteindre, d'ailleurs, tu sais pas quoi atteindre, d'ailleurs. Je n'ai aucune idée de comment je vais procéder. Simplement, je sais que ça m'intéresse, c'est tout. Et je ne sais pas non comment je vais y aller, quel chemin je vais suivre et ce que ça va me donner ensuite comme débouché. Et par exemple, c'est cette année, en 1985, où je tombe sur un article, parce qu'évidemment je suis avide de lecture, hein, et il n'y a pas tellement grand-chose, enfin en tout cas quasiment tout est en anglais. Même si je parle assez bien anglais, j'aime quand même encore mieux le lire en français, surtout quand c'est technique.
Et je tombe sur un article qui est écrit par un certain Charles Pirot de Céligny, qui était professeur à la Salpêtrière. Un article dont je me souviens encore très bien, qui s'intitulait Circuits oculomoteurs centraux. Et là, je peux le dire aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un article un peu imbitable, parce que c'est extrêmement obscur, c'est très complexe, c'est très lourd, c'est écrit avec des phrases un peu à la Proust, qui n'en finissent plus, et qui vous prennent à la gorge, là, qui vous étranglent. Mais ça parle de choses qui me passionnent, et je le lis, mais je lis chaque mot, je le lis du début jusqu'à la fin en prenant des notes. Et là, je suis vraiment émerveillé. Donc, ce qui, pour la plupart des autres personnes, je pense, c'était quelque chose de vraiment lourd, ou un peu rebutant. C'est un vrai test, en fait. Un peu comme le serpent. Hein. Moi, je me sens enflammé, en fait. Hein. J'ai une espèce d'embrasement, en quelque sorte. C'est assez fort parce qu'en fait, ce que tu racontes là, c'est finalement parce que tu vis, mais aussi parce que d'autres personnes au contact de ça vivent. Et ça, tu le réalises en plus au moment où tu le vis. Tout à fait. Et c'est un côté un peu mystérieux, finalement. Hein. C'est un peu insondable, tout ça, ce qui se passe là. Ça donne un peu l'impression, finalement, qu'on a été formaté pour quelque chose, et que ce quelque chose, finalement, il y a un jour où on le rencontre. Et là, il y a une espèce de fit. J'aime bien cette notion de fit, hein, entre l'élément et soi. On se rend compte que ça colle. Que ça... Alors, on ne sait pas pourquoi, mais je dirais, à la limite, peu importe. C'est un peu comme, encore une fois, le good food, finalement, hein, où on a l'impression que l'on reconnaît, en fait, hein, ce que l'on voit, et que c'est ce qu'on a toujours cherché, et qu'on le trouve, et que c'est exactement ça. Donc, il y a une notion de fit, hein, le fait que c'est parfaitement ce que l'on recherche, et que, en fait, on n'hésite pas, quoi. Et donc, c'est ça qui fait qu'on dit oui tout de suite. Ouais, c'est incroyable. Après, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que c'est pas impossible de vivre ça dans des sujets très différents. D'ailleurs, même toi, tu le vis. Oui. D'ailleurs, on en parlera après sur la peinture. Donc, c'est pas parce que tu l'as vécu là que tu aurais pas pu le vivre ailleurs. Absolument. Ceci étant dit, tu l'as vécu là. C'est une chance. C'est vrai. Peut-être pour faire juste un pas de côté sur toute cette discussion autour de la naissance de la vocation, il y a aussi cette relation entre le chef, le numéro 1 et le numéro 2, oui. Il y a un peu le parti pris que tu fais à ce moment-là, en tout cas d'écouter ce deuxième-là, mais justement pas totalement. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques aussi ça, parce que il y a la vocation, et puis après il y a créer les conditions, en tout cas essayer de maximiser la chance de faire un chemin, que dans ton cas en plus tu ne connais pas à l'avance. Voilà, c'est assez compliqué effectivement, mais j'ai toujours eu un certain rejet des conflits ouverts aussi. Hein. C'est quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas, dans lequel je me sens assez mal à l'aise. Je ne suis pas un battant dans le sens du conflit. Je suis un battant dans le sens du travail à faire, etc., ou de l'enjeu, mais pas du conflit. Et donc, effectivement, dans ce service bicéphale, en fait, j'essaye vraiment, en tout cas, de ne pas me griller ni d'un côté ni de l'autre. Alors, il y a un côté où c'est facile, parce que vraiment, c'est vers là que mes passions me portent, hein, dans tout ce que fait Pierre Larmande, qui a été vraiment un homme qui a compté énormément, qui a, en fait, réellement été celui qui a allumé ce brasier, je dirais, qui a, après ça, propulsé toute ma carrière. Mais en même temps, je ne suis pas sûr, de ce que je vais faire, de ce que ça va donner. Donc, je ne veux pas non plus tout miser là-dedans, entre guillemets. Et donc, j'aime bien aussi le professeur Autrey, qui est un homme aussi intéressant, etc., mais qui n'a pas peut-être le côté aussi, je dirais, presque illuminé, c'est pas péjoratif, hein, mais ou illuminant, je dirais, de Pierre Larmande. Et donc, je travaille aussi avec lui. Il me propose lui aussi des travaux de recherche, mais alors qui me font passer parfois des nuits blanches, mais qui sont très lourds et qui sont pesants et qui, d'ailleurs, ne mènent à pas grand-chose. Mais bon, je les fais quand même parce que je me rends compte qu'il faut le faire et qu'il faut que je cultive en fait un petit peu toutes les pistes. En tout cas, je n'en ferme aucune. Et donc, j'arrive quand même relativement bien. En plus, qu'ils ne se parlaient pas, donc il n'y avait pas de communication possible. Donc, il n'y avait pas de révélation sur mes activités de recherche possible d'un côté ou de l'autre. Donc, je ménage en fait cette relation et en fait, je ne me grille pas en fait. Hein, et donc, je m'arrange mais de manière honnête hein, aussi. Ce n'était pas seulement que par calcul, hein, c'est aussi par tempérament pour rester en fait dans la course des deux côtés. Ce que tu as fait là,
En quoi il t'a servi justement plus tard dans la suite de ton chemin de formation Mais en fait, j'ai pas tellement eu besoin de ça par la suite, puisqu'en fait, par la suite, je n'ai plus été confronté à ce genre de conflit. J'ai eu la chance, en fait, d'être entouré, finalement, surtout de gens qui m'ont facilité, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé. Donc finalement, ça a été, en fait, je dirais, le seul moment où j'ai eu affaire à ce type de situation. Ouais. D'accord. Alors, qui a été un peu compliqué à un certain moment, puisqu'effectivement, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais Si tu le souhaites. mais, Les taux. mais donc à la fin de mon internat, donc en fait, il faut savoir que donc après l'internat, on a un clinica, hein, qui est encore une fois quelque chose de durée limitée, et après donc éventuellement, voilà, une intégration dans un CHU, ou alors on quitte l'hôpital, comment. Et entre l'internat et le clinica, on pouvait à l'époque, si on le voulait, demander à faire un 6e semestre, et encore aussi en plus, si on le voulait, une 5e année. Donc moi, j'ai tout demandé. J'ai demandé d'abord le 6e semestre d'échange, en fait. Hein. C'est-à-dire que le CHU d'origine vous envoie dans un autre CHU pour vous perfectionner dans un domaine qui n'est pas possible dans le CHU de départ. Donc c'est en général, bien sûr, accordé à des gens qui vont revenir, hein, parce que c'est une espèce d'investissement, donc il faut qu'il y ait un retour. Et donc moi, le fait que j'étais bien avec le patron, le numéro 1, aussi, hein, ça a donc permis d'obtenir cet échange. Et donc, je suis allé, en fait, à la Salpêtrière. Pourquoi là? Parce que je savais que c'était là que travaillait ce fameux Charles Pirot de Céline. Donc, je me suis dit, je vais m'approcher un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien, mais au moins, ça va peut-être me donner quelque chose, une main tendue ou une porte. Donc, je suis allé passer donc 6 mois, enfin, mon dernier semestre à Paris. Et en fait, le but officiel, c'était de me perfectionner dans tout ce qui était pathologie dégénérative et démence. Hein. C'était le domaine dans lequel le professeur Autret voulait que je développe mes compétences. Et en fait, je tombe dans un service qui était dirigé par un certain Christian Deroueny, qui était un homme brillantissime, qui m'a illuminé lui aussi. Il a été vraiment quelqu'un qui a compté aussi dans ma carrière, mais surtout par son état d'esprit, hein, un état d'esprit extrêmement incisif, toujours en alerte, toujours en éveil, qui refuse les routines, qui refuse tout ce qui est automatisme, qui s'interroge. D'ailleurs, il était un petit peu la bête noire des internes, parce que quand un interne présentait devant lui un dossier, il avait toujours des questions perfides. Pourquoi est-ce que vous dites ça? De quel droit est-ce que vous dites ça? Donc c'était assez redoutable. Et je me souviens qu'il m'a donné d'ailleurs à écrire un article pendant que j'étais avec lui pendant ce semestre. Et en général, quand les patrons faisaient ça à l'époque, c'était l'interne qui faisait tout et le patron se mettait en premier. Hein. C'était un peu frustrant, mais c'était comme ça que ça se passait. Et bien là, en fait, non, je me suis rendu compte que une fois que j'avais fait mon travail, je l'ai rencontré et lui avait fait aussi son travail de son côté, aussi exactement comme moi. Et on a publié l'article donc avec mon nom en premier, mais je me souviens que ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a dit, voilà, quand vous lisez un article, vous devez rester critique, quel que soit l'auteur, quel que soit le journal. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Et en fait, c'est crucial parce que quand on sort de médecine, surtout quand on a passé l'internat, on est une machine à apprendre et surtout pas à se questionner. Sinon, on perd du temps et là, c'est râpé. Hein. Donc, il faut absorber, il faut apprendre et ne pas se questionner. Et en fait, après, il y a toute une phase en fait où il faut se défaire de cette attitude. On ne doit plus avoir cette attitude d'absorption quoi qu'il arrive. Il faut être critique, s'interroger. Alors ça demande parfois des efforts, parce que c'est plus facile hein, d'écouter et puis d'être d'accord. Donc ça demande, encore une fois, cet esprit critique, ce que ce professeur Deroueny m'a transmis en fait. Inculqué, tout à fait. Ouais. Ça m'a été aussi quelque chose de très important, surtout pour la suite de ma carrière, où dans la recherche, il faut être vraiment toujours en éveil et toujours se questionner. Pourquoi est-ce vrai? Ou a-t-il le droit de dire ça, etc. C'est vrai que c'est un élément à la fois clé, et d'ailleurs... rechallenger le statu quo. C'est drôle parce que quand tu racontais ça, ça me faisait écho avec enfin, dans le domaine dans lequel j'ai travaillé, dans le conseil ou dans la technologie. Les gens les plus brillants, c'est ceux qui justement sont capables de constamment re-questionner le statu quo. Absolument. En fait. Absolument. Et parfois, il y a des questions assez simples, finalement, mais très difficiles à... Il y a une chose qu'on voit souvent aussi en médecine, ce sont les gens qui répètent quelque chose qui a été dit ou écrit dans un article précédent. Et on se dit, puisque ça a été écrit, voilà, on peut le reprendre. Et en fait, tout le monde fait ça. Et parfois, on se rend compte que si on remonte à la source, on a des grosses surprises. On se rend compte que c'est pas ça du tout, en fait.
Et donc finalement, la plupart des gens ne font pas cet effort-là et simplement reproduisent ce qui a été dit de manière passive, sans s'interroger. Et c'est comme ça qu'on colporte parfois des erreurs qui peuvent durer longtemps. Oui, mais ça, ce qui est difficile, c'est que c'est intégré dans un système, parce que comme des publications, ce qui fait que ça fonctionne, c'est aussi le nombre de ressources, le nombre de sources croisées, le nombre En fait, il y a une forme de... Je pense, si on prend un peu d'auteur, c'est être capable, avec cette conviction, d'aller un peu à l'encontre d'une force très, 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 très puissante. Absolument. Qui incite à faire ça, en fait. Absolument. Et ça, c'est extrêmement important, je crois. Oui. Ne pas avoir peur, en fait, d'être peut-être la voix dissonante, quoi, mais qui n'est pas forcément la voix fausse, quoi, justement, au contraire. Et donc là, quand tu as ces 6 mois donc, à la Salpêtrière, tu arrives à te rapprocher de ce fameux professeur Alors, j'arrive à m'en rapprocher un petit peu, évidemment, mais de manière tout à fait, je dirais, anecdotique, sans travailler. Mais je prends quand même, en tout cas, contact. Et puis après, je sens que c'est là quand même qu'il y a un débouché possible, que s'il y a une porte, c'est là qu'elle va s'ouvrir. Et du coup, ça m'incite donc à demander cette année supplémentaire. Donc cette médaille d'or, en fait. Et donc j'en parle à mes 2 mentors tourangeaux, donc professeur Autret et professeur Larmande. Donc j'en parle à eux 2 séparément, qui élaborent donc l'un et l'autre un plan de carrière qui évidemment n'a rien à voir. Pierre Larmande, lui, qui donc est devenu un petit peu un anti-salpêtrière, qui me propose d'aller passer une année à Beaujon avec le professeur Cambier à l'époque, qui est un professeur qui s'est intéressé aussi un petit peu au mouvement oculaire, mais pas tout autant que lui, mais enfin quand même qui a fait quelques publications sur ce sujet. Et le professeur Autret, lui, qui veut m'envoyer à la Salpêtrière pour travailler sur les pathologies dégénératives et les démences. Alors je dis oui à tous les 2. Là, c'est un petit peu osé. Tu m'expliques comment tu réussis. C'est un petit peu osé quand même là, parce que donc je ne veux en décevoir aucun, mais enfin il est bien évident, je ne vais pas pouvoir me couper en 2. Donc il y a bien un moment où ça va casser. Et puis finalement, je m'engage sur la voie de la Salpêtrière. Donc le professeur Autret est très content, il est ravi de son élève qui suit ses conseils et qui va aller faire de la neuropathologie et de la pathologie des démences à la Salpêtrière. Et là, quand malheureusement, ça m'a fait un peu de la peine, mais Pierre Larmande a appris ça. Je me souviens de sa phrase. Il m'a dit « Tu nous as mis dans une merde noire ». Alors là, je suis vraiment confus. Et alors, il comprend quand même que c'est le patron qui m'envoie là-bas et que donc c'est un peu difficile aussi de dire non à son patron. Et donc, finalement, il ne m'en veut pas et je lui en suis très reconnaissant, d'ailleurs, même s'il est un peu déçu. Et donc, je vais donc faire cette 5e année à la Salpêtrière. Et là, je vais vraiment être au cœur, je dirais, de la structure qui m'attire vraiment. Et donc, j'y vais pour travailler sur ces pathologies dégénératives et donc pour faire surtout de la recherche. Et donc, en parallèle, ce qui s'appelait à l'époque un DEA. Le DEA, c'est ce qui se faisait donc, avant la thèse. Dans le DEA, il y avait 6 mois de théorie et 6 mois de stage. Et en fait, cette 5e année, je la fais dans un laboratoire INSERM qui est dirigé par le professeur Yves Agida. Et pour préparer donc cette 5e année, je suis encore à Tours. Je prends rendez-vous avec lui à Paris pour me présenter, pour dire que voilà, je vais venir dans son service puisqu'il a accepté que j'y vienne et pour voir ce que je vais faire. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait fondamental, qui a eu donc il y a eu, je dirais, un moment qui a duré quelques secondes, qui a eu en fait des répercussions majeures sur toute ma vie. C'est-à-dire que j'entre dans le bureau du professeur Agide, c'était un petit bureau de consultation. On commence un peu à parler pendant quelques minutes. Lui, il était très, très aimable, très, je dirais, pas du tout intimidant, donc il me met bien à l'aise. Et puis, je pense qu'il a dû quand même sentir que ma motivation pour travailler sur la neuropathologie des démences n'était pas au top, je dirais. Et finalement, au bout d'à peu près un quart d'heure, il me dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Il me dit « Mais Bertrand, finalement, toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Alors là, c'est incroyable, c'est une porte qui s'ouvre. Et à travers cette porte, je vois le paradis, quoi. Vraiment, hein. Mais je sais que cette porte, elle va se refermer très vite. Donc là, il ne faut pas hésiter. C'est là où le fait d'avoir eu pendant des années cette passion qui s'est construite, ça vous donne une conviction vraiment absolue et qui fait que finalement, quand une chance se présente, on est prêt. Ouais. On est prêt à répondre immédiatement. Et donc là, sans même réfléchir, un peu comme quand j'ai tendu les bras pour prendre ce serpent-là, je m'avance et je dis voilà, moi ce que j'aime, c'est les mouvements oculaires. Ce que je voudrais, c'est travailler avec Pierrot de Séligny.
Et il me répond, c'est ce que tu vas faire. Et là, C'est incroyable. et là c'est un moment tout à fait indicible que je ressens. C'est l'aboutissement, finalement. Et le début de quelque chose qui a été majeur dans ma vie. Vous en avez reparlé avec ce professeur Agide de Oui. ce moment-là? Très longtemps après. Je veux bien que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé en fait derrière. Ça a été assez simple, mais je me suis dit qu'il fallait que je lui dise ou que je lui rappelle. Je pense qu'il n'avait pas oublié d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, de longues années après, je crois que c'était très peu de temps après mon passage à la retraite, je l'ai vu à l'occasion d'un pot de départ de quelqu'un où j'étais invité. Donc je suis allé le voir et je lui ai dit, est-ce que vous vous rappelez cette phrase que vous m'avez dite? Ça a été fondamental pour moi et je vous en suis reconnaissant tellement. Et là, il a été tout à fait ému, effectivement, mais enfin, il se rappelait. Mais le fait que je le lui dise et que je m'en souvienne, ça l'a beaucoup touché. Et du coup, la question aussi qu'il y avait derrière, c'était la question de la latitude qu'il avait, parce que quand il te pose cette question, il sait pas. Est-ce qu'il sait ce que tu vas répondre? Est-ce qu'il sait Il se doute quand même de ce que je vais répondre, Ok. parce que j'avais dû lui en parler un petit peu avant, mais enfin, voilà. Donc il se doute de ce que je vais répondre, et puis surtout, il sait que deux choses. D'une part que, alors oui, ce qu'il faut dire, et ce qui est quand même aussi tout à fait notable, c'est que cette activité donc de mouvements oculaires, en fait, elle était donc dirigée par ce professeur, donc Piero Mussolini, qui était dans son unité INSERM, mais qui était un petit peu une équipe un peu à part, un peu isolée. Et donc, en fait, donc Agide, lui, ne me propose pas de travailler pour lui, mais quasiment pour un autre. Quand même, de sa part, est tout à fait remarquable. Et de plus, il savait aussi que c'était pas ce pourquoi j'étais envoyé à Paris. Ouais, c'est ça. Donc, j'allais peut-être être un petit peu en délicatesse avec mon patron Tourangeau, quoi. Moi. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui était tout à fait brillant, à la fois sur le plan médical et de la recherche, et qui était tout à fait capable de comprendre ce qu'était qu'une passion pour la recherche, en fait, et qui était tout à fait capable de comprendre, en fait, ce qui m'animait. Voilà, Alors, je pense que tu avais vraiment cette force, parce que pour préparer cet entretien, j'ai échangé avec quelques amis médecins, dont un en particulier qui me disait, mais le parcours de Bertrand, de ce que tu m'en dis, il est quand même hors norme, mais je comprends en fait que la passion en fait que tu avais et que tu t'exprimais, en fait, elle a touché certaines personnes clés dans le dispositif et qui t'ont ouvert ces portes et t'étais prêt au moment où elles se sont ouvertes en fait. Je pense. Et c'est incroyable. D'ailleurs, quelques temps plus tard, quand j'ai intégré le laboratoire INSERM d'Ivagide, je ne savais pas encore non plus là ce que j'allais devenir après, parce que c'était un an de stage, mais après, voilà, il est évident que si je m'étais retrouvé en libéral, ça n'allait plus être possible de faire de persévérer dans cette voie. Mais je me souviens qu'il m'a dit un jour, il m'a dit, mais si jamais tu n'as pas de poste hospitalier, est-ce que tu serais prêt à rentrer à l'INSERM en sachant que les salaires n'ont rien à voir, quoi? Et j'ai répondu, alors là, c'était peut-être un petit peu, j'aurais peut-être dû concerter mon épouse avant, mais j'ai répondu oui, c'est une telle passion que même pour ça, je le ferais. Enfin, voilà. Oui. Oui, donc c'est un bon test. Bon, je pense que ces gens-là, en fait, notamment dans Ivagide, ont senti en fait que c'était quelque chose de viscéral. Voilà, vraiment de mon tréfonds, quoi, si je puis dire. Et c'est à ce moment-là, encore une fois, je suis désolé, je n'arrive pas à maîtriser la structure des études de médecine. C'est à ce moment-là que tu es amené aussi à aller à Baltimore, ou c'est bien après? Alors c'est un petit peu après, parce que donc je passe un an dans le laboratoire d'Ivagide, où là ça a été donc une année de bonheur, parce que c'était de la recherche pure, et vraiment j'ai énormément aimé ça. Donc ça m'a totalement conforté, même si c'était pas nécessaire. Enfin, ça a achevé, je dirais, de me conforter. Et puis après, il fallait donc penser à la suite, bien sûr. Et donc la suite, c'était le clinica, et puis éventuellement un poste hospitalier. Et donc le clinica, en fait, il était à Tours, parce que j'étais encore de CHU. Donc là, j'ai été chef de clinique pendant un an, mais je savais que j'avais des appuis solides à la Salpêtrière, même s'il n'y avait pas encore de trajectoire bien définie, mais qu'il y avait en tout cas une possibilité, et que s'il y avait quelque chose qui se présentait, que je serais vraiment soutenu. Et donc c'était pour moi quand même un énorme réconfort. Donc ça commençait un petit peu à se préciser, c'était un peu moins flou quand même. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'au bout de quelques mois, le professeur Autret me fait venir dans son bureau et il me dit, Monsieur Guémard, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous n'êtes pas comme avant, je sais pas, vous semblez un peu absent.
vous êtes moins là, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, voilà, il faut que je lui dise, quoi. Nouvelle fenêtre. Ouais, voilà. Donc là, je lui lâche le morceau. Donc je déballe tout sur la table. Je dis, voilà, je vais retourner à Paris. Je ne sais pas quand, mais voilà, il y a de fortes chances pour que je ne reste pas à Tours. Alors là, il est un peu effondré, donc il prend un coup, là, un peu un coup dans le caisson, si je puis dire. Donc, il ne s'y attendait pas. Et il me dit, est-ce que les conflits locaux ont été pour quelque chose dans votre désir de partir? Je lui dis non, pas du tout, c'est pas ça du tout, c'est que voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse profondément, et le terme est faible, hein, c'est ça, et ça, je peux le faire là-bas. Donc pour moi, c'est clair, quoi, c'est ça ce que je veux faire. Et puis donc effectivement, il y a un an après, donc il y a un poste de chef de clinique qui s'ouvre en biologie cellulaire. C'était important pour avoir accès au poste que je visais, qui était un poste dans un service de physiologie. Et pour avoir accès à un poste, pour être nommé sur un poste hospitalo-universitaire, il fallait à l'époque, et il faut encore, être parti à l'étranger, donc avoir fait une mobilité. Donc c'est là où effectivement je pars aux États-Unis pour faire de la recherche. Et là, je vais dans un hôpital prestigieux, le Johns Hopkins, et en particulier dans le laboratoire d'un certain David Z, qui on peut dire était à l'époque le numéro 1 mondial dans ce domaine-là. Mais tu le dis comme ça de manière très simple, mais comment est-ce qu'on tombe sur cette opportunité? Comment est-ce qu'on provoque sa chance? Alors là, il faut dire que j'ai eu la chance aussi d'avoir un peu le label, si on veut, Salpêtrière, et Piero de Cellini, qui était lui aussi quelqu'un de connu et vraiment incontestable dans le domaine en France et dans le monde. Donc j'avais écrit à plusieurs laboratoires, tous d'ailleurs aux États-Unis. Et en fait, Charles Piero de Cellini connaissait bien David Z, donc là, le côté relationnel a joué. Il y avait le fait que j'avais quand même aussi déjà écrit des papiers de recherche, donc j'étais plus tout à fait néophyte. Mmh. Donc voilà, donc il m'a accepté dans son laboratoire sans trop de difficultés, quoi. Et alors, cette période-là où en fait on est au contact aussi de ce qui se fait de mieux dans son domaine assez tôt finalement dans ta carrière. Oui. Comment on vit ça Alors j'ai l'impression que tu es une éponge, donc je me dis, ça doit être exceptionnel. c'est extrêmement grisant, bien sûr. Alors, en fait, je veux dire que ce que j'ai fait là-bas, donc à Baltimore, c'était pas exactement pile dans le cœur de ce qui m'animait, mais c'était quand même en périphérie assez rapprochée. Mais du coup, ça m'a permis en fait de découvrir des domaines que j'aurais peut-être pas explorés autant, parce que moi, j'ai toujours eu cette tendance un peu peut-être un petit peu excessive à mettre de côté ce qui m'intéresse pas et à ne prendre que le bon, quoi. Alors évidemment, ça peut paraître normal, mais là, bon, j'ai fait ça quand même de manière assez, je dirais, Radical. C'est ça, assez radical. Et donc, là, j'ai été un peu obligé, finalement, de m'intéresser à des choses qui étaient un petit peu en périphérie, je dirais, de mes centres d'intérêt cruciaux, et ce qui a été donc très utile, tout à fait bénéfique pour moi aussi. Alors là, encore une fois, ce que je dois dire aussi à ce stade-là, c'est que partir à l'étranger avec des bourses françaises, hein, et quand on sait quel est le montant des bourses françaises, c'est pas évident, partir avec toute sa famille, donc sa femme, 3 enfants, hein, dont la dernière venait de naître, c'est pas facile. Et d'autant plus que mon épouse était, elle aussi, dans le cursus médical. Donc, elle était quasiment sur le point de passer l'internat. Et donc, elle a renoncé, en fait, à ce concours d'internat, ce qui est quelque chose d'énorme, ce qui, je l'ai compris mieux plus tard, mais a été pour elle un très gros sacrifice. Et puis, elle s'est retrouvée donc à Baltimore, ne pouvant pas travailler, parce que là-bas, quand on était médecin, on ne pouvait pas travailler, sauf si on repassait tous les examens, mais c'était impensable. Avec donc une bourse qui était quelque chose de relativement maigre, avec des enfants, et surtout pour une durée qui au départ n'était pas connue, en fait, hein, parce que je partais, parce qu'il fallait partir, donc c'était le moment opportun, mais j'avais une bourse pour 1 an, mais je ne savais pas si ça allait être 2 ans, 3 ans ou plus. Donc, ça a été quand même... alors, ça a été du point de vue scientifique, pour moi, quelque chose de très riche, mais ça a été du point de vue familial, vraiment une épreuve, quelque chose de difficile, et donc qui a été possible par le fait que voilà, mon épouse a accepté ce renoncement, et
et de faire ce choix, quoi. Sur cette question-là, justement, de la manière dont tu as équilibré aussi ta vie personnelle avec la vie professionnelle, ça m'intéresse particulièrement dans le cas de personnes comme toi qui sont fondamentalement passionnées par leur travail. Ce que je me dis, c'est que la passion, elle peut aussi être dévorante. Absolument. Et ça, Et- c'est terrible parce qu'on a l'impression que, sur le coup, que cette passion, en fait, l'emporte sur tout, hein, qu'elle a finalement tous les droits. C'est pas si évident que ça, en fait, hein. Donc, le fait d'avoir quelque chose d'aussi fort en soi, ça vous bride finalement un petit peu la critique. On ne se dit pas, mais finalement, est-ce que j'ai raison? Ça a l'air tellement évident, ça a l'air tellement certain qu'il n'y a pas de place. Et ça peut être dangereux, en fait, hein, parce que ça peut aussi mener à des désastres, hein, aussi à des cassures, à des ruptures, etc. Donc ça peut être quelque chose de destructeur, tout à fait. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Bertrand Guémard. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage sur un parcours hors du commun de chercheur en neurologie. Nous y parlerons notamment de son choix de ne pas se lancer dans la course pour devenir professeur des universités, praticien hospitalier, de son domaine de recherche et de la forte proximité entre la partie fondamentale et l'application clinique, ou encore de sa deuxième vie de peintre, qui a été et demeure centrale dans son équilibre. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!